Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir qui est un petit peu, alors qui n'est pas particulier, mais en général on invite beaucoup d'auteurs et là il s'avère qu'on invite beaucoup de libraires. Alors pourquoi on invite des libraires? Parce que peut-être que vous en avez entendu parler, mais il y a une tribune qui a été signée par un peu plus de 80 librairies intitulée Ne laissons pas Bolloré et ses idées prendre le pouvoir sur nos librairies, et qui appelle pas exactement à boycotter Bolloré, mais à escamoter Bolloré. Pourquoi? C'est quoi le contexte? Le contexte général, c'est que il y a une campagne qui est en train de commencer, qui a commencé depuis le mois de juillet, intitulée Désarmer Bolloré, avec un appel qui a été écrit, qui a été signé par de très nombreuses organisations syndicales, écologistes, etc., etc. En réaction en fait à la dernière séquence politicienne, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives, où il y avait ce sentiment un petit peu pénible que la seule voie qui était proposée politiquement, c'était le recours à l'isoloir. Et que il y avait probablement d'autres choses à faire. Une idée donc qui a été amenée par cette tribune et cet appel, c'était de dire il faut s'en prendre, par exemple, à des gens comme Bolloré, qui donc on le sait sont non seulement de terribles et gigantesques hydres capitalistes qui trouvent leur pouvoir et leur puissance et leur richesse autant dans le pillage de l'Afrique que dans les médias avec Canal+, dans l'extractivisme, enfin dans à peu près tout. C'est réellement une espèce de pieuvre qui va de la vente de sécuritaires à la vente de livres scolaires. Et que en fait, s'en prendre à Bolloré qui, oui, pardon, et précisons-le, bon ça tout le monde le sait maintenant, mais Bolloré en général, les espèces de patrons d'empire capitalistes essayent de se tenir visiblement un peu à distance de la politique, pour toutes les raisons qu'on imagine. Là, Bolloré, depuis quelques années maintenant, assume de participer à ce qu'il appelle, je crois, une guerre civilisationnelle. Donc c'est une manière polie de dire financer et faire grossir l'extrême droite et la fascisation de l'époque. Et donc, dans la mesure où Bolloré a énormément, enfin en tout cas met ses moyens financiers et infrastructurels au service de l'extrême droite, l'idée de cette campagne, c'est donc de se dire peut-être qu'en fait, à un moment donné, prendre au sérieux la question de la fascisation de l'époque, ça peut signifier s'en prendre à des trucs comme Bolloré, aussi puissant soit-il. Alors il y avait un des premiers actes de cette campagne, c'était un rassemblement de bateaux à Concarneau que je ne serais pas capable de bien expliquer, mais qui a été annulé parce qu'il y avait trop de vent pour s'en prendre à une des îlettes de Bolloré en Bretagne, dont la sécurité est assurée par, je crois, des gens du BUD, enfin bon, des affreux. Là, il y a cette tribune des libraires sur laquelle on va arriver tout de suite. Et le 9 décembre, il y a un appel à venir accueillir l'Assemblée Générale de Vivendi aux Folies Bergères, en se disant que voilà, c'est aussi un moment de faire un peu exister cette campagne. Ça, c'est donc le contexte, qui est donc complexe et chargé. Arrive cette tribune des libraires. Cette tribune des libraires, grosso modo, enfin on va en discuter plus avant, là parmi nous, il y a des... donc, alors, bon, je vais faire le tour après, mais donc on a plusieurs libraires parisiens, certains l'ont signé, certains l'ont pas signé. La tribune, elle est très nuancée dans le sens où, comme on va le voir, ce qui est très compliqué, c'est que on peut pas aussi facilement que ça se dire on va boycotter tous les livres de Bolloré, parce que Bolloré maintenant c'est donc Hachette, c'est-à-dire que ça va de One Piece aux livres scolaires, aux livres qu'on achète pour nos enfants quand leur prof de collège leur demande de lire Le Malade imaginaire. Et donc ça pose plein de questions. Et nous on s'est rendu compte en préparant cette émission que évidemment plein de libraires n'étaient pas tout à fait d'accord, ou en tout cas que tous les libraires se rendaient bien compte que ça ouvrait des questions, des problématiques qui se refermaient pas si facilement que ça, où on ne pouvait pas juste se dire la bonne position c'est celle-ci, la mauvaise c'est celle-là, mais au contraire que cette concentration dans l'industrie du livre, elle ouvrait plein de problèmes, et donc c'est ça dont on va essayer de discuter.
Et nous, ce qui nous intéresse, parce que bien avant cette tribune, ça fait longtemps qu'on disait qu'on voulait faire un lundi soir à propos de l'industrie du livre avec des acteurs du livre, parce que ça nous paraît... Parce qu'en fait, quand on est juste des consommateurs comme nous, en général, on comprend à peu près rien à comment elle fonctionne, cette industrie. Et pourtant, quand on se met un peu le nez dedans, on comprend qu'il y a des enjeux absolument énormes et passionnants par ailleurs, et très très politiques. Et donc, on voulait discuter de ça. Et donc, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir de cette tribune pour aller plus largement, pour comprendre et déplier, dénouer ce fonctionnement bien particulier du livre. Voilà, alors je sais pas comment est-ce qu'on commence. Nico de Libertalia, toi la librairie Libertalia a signé la tribune. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on en a parlé avant, tu dis bah oui évidemment qu'on la signe et en même temps ça nous met dans une situation pleine de contradictions. Est-ce que tu peux nous dire grosso modo ce qu'il en est? Je vais pointer une contradiction tout de suite. Ce matin, sur nos réseaux sociaux, j'ai annoncé la prochaine rencontre à la librairie avec des autrices qu'en tant qu'éditeur, parce que je suis éditeur et libraire, on a publié, à savoir Daria Marx ou Valérie Rey-Robert, donc des militantes féministes radicales. Elles reviennent ce mercredi, pour parler de leur dernier bouquin qui s'intitule Vulgaire, qui a été publié par Les Insolentes, qui est une maison qui appartient à Hachette Pratique. Bon, on est signataire de la tribune et on est assez mal à l'aise avec le fait de faire venir des autrices qui nous sont chères mais qui ont publié chez Hachette. Donc si on met les pieds assez brutalement dans tout ça, peut-être que pour reprendre un mot écrit par Alexis sur le compte Insta de la Petite Égypte, il faut que les autrices et les auteurs changent de crèmerie. C'est un peu rapide, mais le jour où il n'y aura plus sur Chalandon, chez Grasset, plus Virginie Despentes, chez Grasset, plus Paul Preciado, et toutes ces autrices ou auteurs qu'on apprécie, peut-être qu'il sera plus facile de se passer d'une partie des productions du groupe Hachette. Alors ensuite, nous, en pratique, que fait-on au quotidien ? On commande moins de livres, Hachette. C'est vrai qu'on hésite davantage. Il y a des bandes dessinées qu'on pouvait porter, par exemple. Il est où le patron ? Une BD qu'on a adorée, publiée par Marabule, mais Marabule, ça appartient à Hachette. Donc là, on y va tout doux. On en garde un exemplaire, mais on va plus faire une pile de 5 ou 10. Un invité surprise. Bonjour. Je reprends, donc on fait attention à ce qu'on commande depuis assez peu de temps. En réalité, jusqu'ici, on s'interrogeait pas trop. Maintenant, on limite les achats chez Hachette. L'idée étant d'essayer de s'en passer, mais s'en passer, on va le voir en faisant un tour de table, en pratique, c'est impossible. Oui, parce que là, moi, ce que j'aimerais bien que vous expliquiez, je sais pas qui tu veux changer, mais quand on dit Hachette, spontanément, les gens comme nous, Hachette, on pense les livres avec écrit Hachette dessus. Là, en fait, le Hachette, c'est bien plus large que le tampon Hachette. Est-ce que vous, là, on peut pas trop la montrer à la caméra parce qu'elle est trop grande, mais on a le planisphère de l'édition française 2023 fait par Livre Hebdo, où on voit les quelques grands groupes qui possèdent tout, mais grosso modo, les trois quarts, je sais pas ce que c'est la proportion, mais une proportion absolument gigantesque des maisons d'édition, y compris celles qui peuvent nous apparaître un peu sympathiques sont en fait, parfois malgré elles, possédées par des grands groupes, quoi. Je sais pas si malgré elles, je sais pas si on peut malgré une partie de leurs acteurs, quoi, peut-être. Une partie de leurs acteurs, leurs actrices, mais après, Hachette, moi, il me semble que c'est ce qui était un peu violent, en fait, c'est de reconsidérer aussi toute l'histoire, parce que, effectivement, on est alerté depuis longtemps maintenant sur la concentration dans le milieu du livre. Ça date pas d'hier, Hachette, ça date pas d'hier, et du coup, il y a des espèces de piqûres de rappel comme ça. Moi, ça date du rachat de Bolloré, où on a commencé à baisser les achats drastiquement, pas seulement pour cette raison, mais aussi parce que c'est les conditions commerciales les plus dégueulasses possibles. Donc, nous, on gagne pas d'argent dessus, c'est juste du flux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rentabilité, c'est que du chiffre d'affaires et de la trésorerie. Et nous, c'est un gros point faible, comme j'ai pu le dire dans le message que tu évoquais. Donc voilà, ça c'est un souci. Mais par contre, Hachette, ça m'a mis sur à la fois un groupe éditorial
une logistique, des moyens de communication, des messageries, les gares, les bibliothèques de gare, librairies de gare, ça date du 19e siècle. Enfin, c'est une très très vieille histoire. Donc en fait, c'est une longue histoire. Ça nous rappelle aussi qu'il y a plein de choses qui ne sont pas passées au bon moment, au moment de l'épuration, à la libération. Il y a quelques têtes qui sont tombées, mais on ne pouvait pas démanteler le groupe Hachette. C'était impossible, politiquement, c'était pas possible. Donc ça, c'est des choses que Mollier explique très bien dans ses livres, et Chiffrine et d'autres. Voilà, donc en fait, ça vient nous rappeler en permanence qu'on est face à quelque chose de très très important et problématique. Enfin, et oui, et là tu parles toi d'une bascule un peu récente, mais effectivement la question des grands groupes, même Hersan en était un, enfin il y avait toujours eu cette mainmise de grands groupes capitalistiques. Là ce qui fait la bascule c'est quoi? C'est l'engagement de plus en plus décomplexé et explicite de Bolloré qui fait que finalement ça bascule pour... c'est-à-dire c'est la dernière séquence, comme disait Mathieu, politico-politicienne de juin, c'est quand même pas le bouquin de Bardella, c'est Fayard, c'est à quel moment finalement la bascule c'est un peu enclenché quand même. Toi tu dis le rachat d'Hachette, ou est-ce qu'il y en a une, mais vous sembliez en évoquer. Parce que le rachat c'est en 2022. Pour le coup, Bolloré, avant d'avoir l'autorisation de racheter Hachette, et au départ c'était une OPA, donc il avait Editis. Il avait Editis. C'est ça, il a cédé Editis. Je ne sais plus combien de temps. Oui, est-ce que vous pouvez juste dire ce que c'est Editis? Oui, pardon. Il faut partir du principe que les gens ne savent pas de quoi... sur la planisphère, on peut quand même dire qu'il y a 5-6 gros groupes, et donc dans ces groupes, effectivement, quand ils rachètent une maison d'édition, ils gardent l'apparence, donc la découverte appartient à un de ces groupes-là, donc n'est pas indépendant, mais fait partie de cette constellation de maisons d'édition qui font partie d'un groupe. On assiste à des effets de concentration depuis déjà des années, mais avec des coups d'accélérateur, donc il y avait eu... alors, dans les grands groupes, il y a Hachette, effectivement, il y a Editis, il y a Madrigal, avant il y avait Gallimard et Flammarion, qui étaient deux groupes distincts. Gallimard a racheté Flammarion, donc aujourd'hui ça s'appelle Madrigal. Et il y a Média Participation, qui a racheté entre autres Le Seuil, qui lui-même avait été racheté par La Martinière, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se sait dans le milieu, qui n'est pas forcément su par ailleurs. Je pense que la grande différence aussi de ces effets de concentration, c'est que par ailleurs, Bolloré, il a non seulement pris la main d'abord sur Editis, fait son OPA et a dû se débarrasser d'Editis parce que l'Europe s'en est mêlée, mais par ailleurs, il a aussi racheté des tas de médias, etc. Donc c'est une concentration horizontale et verticale. Et ça change la donne par rapport, je pense, aux années 80, 90, quand il y avait des effets de concentration, ça restait du côté dans le milieu d'édition. Si Gallimard pouvait racheter une maison d'édition, l'intégrer, et en fait, ce qui explique bien, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, mais La trahison des éditeurs chez Agone, c'est que en fait, il y a une logique de groupe qui s'est immiscée même dans les plus petites structures, c'est-à-dire que Actes Sud alors, c'est fait plus ou moins avec de la résistance, mais ils ont des actionnaires, ils ont des demandes, il y a un besoin de grossir. Enfin, voilà, on est sur le système capitaliste. Et donc, ce système fait qu'on va racheter peu à peu des maisons d'édition, les intégrer au groupe, tout en leur promettant que ça va leur donner une forme de liberté, parce qu'ils auront moins de soucis financiers à se faire. Et ça ne fait que s'accélérer. Et aujourd'hui, Madrigal a racheté Minuit l'année dernière, qui aurait pu rester une maison d'édition indépendante, mais ça n'a pas été le cas, vient de racheter Bourgois et Le Globe. Et donc, en fait, il y a vraiment pour moi, il y a un moment de bascule, hors la question de Bolloré, d'un système économique qui font que les maisons d'édition sont obligées, en tout cas se sentent obligées, pour rester dans la course, de grossir de cette manière-là. Oui, et ça, moi j'y connais pas grand chose, mais moi ce que j'ai compris et qui me paraît important, c'est que ce que trouvent comme avantage les maisons d'édition une fois qu'elles sont rachetées, c'est que l'avantage il n'est pas juste comme ça abstraitement d'appartenir à un gros groupe, c'est que d'un seul coup, si on prend Editis, il possède 1 milliard de petites structures, mais d'un seul coup, ça fait que quand ils achètent du papier pour les livres, par exemple, ils achètent du papier pour tant de millions de livres, et donc forcément le prix du papier sera réduit, et donc c'est-à-dire que la concentration elle est aussi verticale dans le sens où ce qui donne leur force, leur puissance, c'est le fait
d'avoir, c'est la logistique en fait, c'est de posséder la logistique et de pouvoir permettre officiellement des... Et ce qui est marrant, c'est que là-dedans, à la fois, les éditeurs se retrouvent à être dans le fond, j'ai l'impression un peu pris au piège. Et vous, en bout de chaîne, là, il y avait un article du Monde assez bien ce week-end sur toutes les librairies qui ont ouvert, etc. Et où il parle de librairies indépendantes. Ouais, et il parle des pourcentages que les libraires ont, quoi. C'est-à-dire qu'Hachette, je crois qu'ils disent que les librairies indépendantes, les petites librairies entre guillemets, ils font les livres vous avez 25% de marge dessus, alors que les gros groupes en ont 40. Non mais, je sais pas, c'est ce qu'ils disent dans le truc du Monde, mais bon, en tout cas, d'un seul coup, ça fait qu'il y a aussi une capacité par cette logistique absolument immense à faire un peu ce qu'ils veulent du marché, quoi. Est-ce que pour les maisons d'édition, des petites maisons d'édition, elles sont prises dans ces gros groupes par la distribution? Et de ce que j'ai pu comprendre, en effet, c'est un problème de flux, et ça, on voit tous que le problème pour tout le monde, c'est la distribution, puisque eux font l'argent sur le flux aller et retour. C'est-à-dire que du moment que le livre circule, ils font payer tout le monde. L'éditeur, dès qu'il sort des livres, s'il fait revenir des livres, il paye le stock, il paye l'immobilisation de l'espace dans l'entrepôt, en gros, et tous les mouvements. Et ensuite, ils font payer le même mouvement aux libraires, à l'aller et au retour aussi. Donc la distribution, elle a besoin de ça. Et pour les petites maisons d'édition, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de parutions quand ils sont chez des gros groupes, comme Editis, c'est-à-dire c'est le groupe de distribution Interforum. Ils sont obligés d'avoir un minimum, je crois, de 12 parutions dans l'année. Si bien que pour arriver à tenir ça, il faut un sacré flux. Mais au moment où tu veux réduire, tu ne peux pas réduire, mais aussi que si jamais ça fonctionne bien et ça marche, tu vas te mettre à publier plus. Et un des grands dangers des maisons d'édition, et Nico, j'imagine que tu es au bon endroit pour savoir à quel point c'est dur, c'est que tu es très sollicité. C'est pour ça que pour moi, je trouve qu'il y a un endroit invisibilisé dans l'histoire de les auteurs devraient changer de crèmerie. Puisque si jamais tu as été plus sollicité, tu pourrais pas en fait publier plus, parce que tu serais coincé, tu serais obligé en fait au bout d'un moment d'être racheté, parce qu'en fait tu pourrais pas tenir, ou alors tu serais obligé de grossir, et dès lors que tu vas grossir, et si tu as plus de gens qui vont participer à la maison d'édition, tu vas avoir d'autres difficultés qui ne sont pas celles que tu as là. Donc les maisons d'édition, elles sont prises, et il me semble comme les librairies, entre un format qui est pas trop petit, sinon tu n'arrives pas à tenir, et pas trop gros, parce que sinon tu passes dans d'autres logiques. Et pour moi, le danger, c'est... c'est pas facile à tenir comme position, d'accord, hein, mais pour moi, ça me va que Grasset existe, et ça me va que Chalandon publie chez Grasset, en fait. Et pour l'instant, Grasset, ils sont indépendants par rapport à Bolloré. Ils sont en distribution, mais pour l'instant, ils sont indépendants. Stock aussi, c'est-à-dire ils commencent à avoir une pression financière qui leur vient d'en haut, mais pour l'instant, ils sont indépendants. Là, et chez Calman Levy, chez Lattès, chez Stock, qui sont des maisons plus ou moins, qu'on voit plus ou moins bien, mais il n'y a pas de pression là-dessus. Si jamais ces auteurs-là devaient basculer dans d'autres maisons, moi, il me semble que j'ai pas à dire à un auteur chez qui il doit être publié. J'ai pas à dire à un auteur chez qui il doit publier. C'est pas à l'endroit où je suis en tant que libraire. Par contre, après, on décide ou non de le défendre dans la librairie. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pas à moi de dire tu devrais être publié ailleurs. Et ensuite, mettons alors Libertalia devrait récupérer Chalandon. Non, bon, j'ai tu pas serais dit ça. con. Non, bien. je dis... Mais je sais bien que t'as pas dit ça directement, mais j'essaie de voir. J'essaie juste, depuis que la tribune est sortie, de voir alors qu'est-ce qui se passerait. Et donc ces auteurs-là, tous ceux que tu as nommés en effet, où on a le sentiment qu'ils donnent une espèce de crédit à la maison d'édition, mais après tout c'est quand même eux qui y ont cru. Et Chalandon, il a été aussi ce qu'il a été parce qu'il avait un éditeur comme ça pour le soutenir. Alors... Et la dernière chose que je dis sur ce truc-là, c'est qu'on sait aussi que les autres maisons d'édition qui sont les petites maisons indépendantes, elles ont eu des pratiques aussi qui ont été moches. Moi, je me souviens d'un éditeur, il payait, puis alors il le disait de façon vraiment tranquille, il dit, ben oui, mon traducteur, je le paye en livres. Et là, les bras t'en tombent, tu vois. Et bien, il y a des auteurs, oui, ils vont être chez un autre éditeur, mais après tout, est-ce que les autres éditeurs seraient en mesure de le soutenir ? Oui, moi, juste une remarque, peut-être, avant que
Oui, et puis Martin, t'as pas... Non, vas-y. Excuse-moi. Juste sur l'indépendance, je trouve que c'est très important, parce qu'on est tous confrontés à ça, et c'est quelque chose, c'est un vrai sujet, quoi. Tu as évoqué l'indépendance éditoriale. Alors, l'indépendance de façon générale, c'est pas que la nature juridique d'une entreprise. Effectivement, il y a l'indépendance éditoriale, il y a l'indépendance économique, l'indépendance capitalistique, l'indépendance relationnelle. Enfin, il y a plein de formes d'indépendance où on est confronté au quotidien à cette question. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas se dire juste, ils ont leur indépendance éditoriale sans considérer l'indépendance logistique de flux, et qui est une grosse question économique. Et du coup, pour moi, on ne peut pas séparer, l'homme de l'artiste. Là, pour moi, c'est pareil. Hein. Mais alors, dans ce cas-là, Anamosa aussi, c'est chez Editis. Non, mais je vais répondre à tout ça, si vous voulez, après, parce que je suis pas du tout d'accord. Alors, il faut qu'on distingue les éditeurs qui appartiennent à une structure comme Hachette, par exemple, Fayard, Grasset, Kallman Levy, Stock, dont on parlait tout à l'heure, appartiennent à Hachette. Donc, ces maisons appartenaient naguère à Lagardère. D'abord le père, Jean-Luc, qui avait fortune dans la vente d'armes, puis le fils, Arnaud, qui a été tellement mauvais gestionnaire que Bolloré a pu s'emparer de sa structure, pas n'importe quelle structure. Hachette Livre, c'est le plus gros groupe éditorial du monde. Parce qu'il y a 70% du chiffre d'affaires d'Hachette Livre qui est réalisé à l'étranger, aux États-Unis, en Grande-Bretagne notamment. Donc, on a des éditeurs qui appartiennent à Hachette. Eux ne sont pas indépendants en aucun cas. Grasset n'est indépendant. Ils sont peut-être indépendants au niveau de leur publication, de leurs choix éditoriaux, mais financièrement, ils sont pieds et poings liés. Et c'est là que le bas blesse. Fayard aujourd'hui, Fayard qui était une belle maison. On parlait tout à l'heure de Jean-Yves Mollier, les bouquins de Jean-Yves Mollier sur le capitalisme et les lettres, ou l'argent et la presse et l'édition, ils ont été publiés par Fayard dans les années 80. Donc Fayard était une grande maison, qui a été dirigée par Claude Durand notamment. Fayard, dans les années 2010, c'était dirigé par Sophie de Closet, qui publiait des textes de qualité assez souvent. Elle est partie. Elle a été remplacée par Isabelle Saporta, qui a été licenciée au terme de 2 ans par Bolloré, qui a placé à la tête de Fayard Lise Boel. C'est pas n'importe quelle éditrice, Lise Boel, c'était l'éditrice de Zemmour chez Albin Michel. Sauf que Gilles Aéry, le nouveau patron d'Albin Michel, qui est une grande maison indépendante qui fait du Amélie Nothomb, par exemple, une grande maison indépendante et populaire, Albin, et Gilles Aéry en particulier, s'est débarrassé de Lise Boel. Il s'est dit, moi je veux pas continuer à publier ce type de texte. Philippe de Villiers, Éric Zemmour, ça suffit. Donc l'éditrice Lise Boel est partie, elle a été rattrapée par Bolloré, qui lui a donné l'un des fleurons du groupe Hachette, la maison Fayard. Et c'est pour ça qu'elle a publié dernièrement 2 livres qui cartonnent, Mémoricide de Philippe de Villiers et le bouquin de Jordan Bardella. Donc ça, c'est quand même la plus grosse vente du moment dans le livre, c'est le Jordan Bardella. Et nous, en tant que libraire, on n'en vend pas, ou on en vend très peu, mais c'est pas chez nous que ça se vend, de toute façon, c'est principalement dans les grandes surfaces, puisqu'on vend aussi des livres dans les grandes surfaces. Il ne s'agit pas de l'interdire, mais juste de le constater. Si on parle d'Anamosa, Anamosa est distribué par Editis, mais Anamosa n'appartient en rien. Diffusé par Interforum... Tu as absolument raison de bien distinguer qu'en effet, ils sont Anamosa et... Stock ou Kallman ou Grasset sont en effet pas les mêmes structures financièrement. Néanmoins, la pression pour Anamosa, elle existe aussi pour sa distribution, mais comme tu dis, les Stock, Kallman, Grasset, pour l'instant, n'ont pas encore été remplacés. Ce qui peut paraître anodin, et on peut se dire que ça va l'être, mais la petite indépendance, même si en effet il faut pas la prendre telle qu'elle, mais la possibilité d'indépendance éditoriale reste aussi une nuance. Elle n'est pas décisive, mais c'est une nuance. Et pour l'instant, Bolloré a réussi à prendre Fayard réellement dans toutes ces maisons-là. C'est Fayard qui a été entièrement... Fayard, c'est un peu comme Europe 1, JDD, c'est devenu des coquilles vides qui sont vidées de 90%. Enfin, en tout cas, depuis que Lise Boel est arrivée
en grande partie. Et là, on voit bien avec le Bardella et tout, évidemment, que ça devient la ligne éditoriale, comme Europe 1, comme CNews, comme le JDD, quoi, qui a perdu toute sa rédaction, et ça devient une coquille vide, qui est réinjectée de... Ce qui n'est pas encore le cas, si je comprends bien, effectivement, pour Stock ou Grasset, où la direction éditoriale n'a pas encore complètement... Oui, c'est quand même changé. Récent, Bolloré. Enfin, je veux dire, c'est quand ça fait 1 an et demi qu'il a récupéré Hachette. Donc déjà, il faut voir, à mon avis, dans le temps. Et puis, il y avait autre chose qui était intéressante, parce que cette question de l'indépendance des éditeurs dans les grands groupes, ça fait longtemps qu'on se la pose. Et je trouve qu'une des réponses les plus intéressantes, ça a été sur les questions d'hégémonie. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi dans un même groupe, et on peut prendre le groupe Madrigal pour donner un exemple, on peut autant trouver des livres de droite classique, de droite même un peu pure, et d'extrême gauche. Enfin, en fait, comment ça se fait que dans un groupe, on n'aurait pas une forme de ligne directrice, etc. Et en fait, c'est... pour moi, la réponse que je donne, c'est ces groupes-là ont une vision quand même du livre qui est très... L'idée pour les libraires, c'est vous n'avez pas besoin d'autre chose que ce que nous, on produit. Donc on va aller dans tous les pans, on va aller faire de la cuisine, on va aller faire de la jeunesse, on va faire pour les petits, pour les ados, pour les grands, on va faire de l'extrême gauche, du féminisme, du colonial, du décolonial, du machin, etc. On va faire de la droite, on va tout faire parce que comme ça, vous n'aurez pas besoin d'autres livres que les nôtres. Et il y a vraiment cette logique-là de récupérer des morceaux, et les rachats de maisons d'édition en font partie. Et sur la question de l'indépendance, on a fait une étude avec l'observatoire du syndicat de la librairie sur l'année 2022. 88% du chiffre d'affaires de la librairie indépendante se fait sur les 5 groupes dont on a parlé. 88, donc 88%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très indépendant en réalité. Et moi, sur ma librairie, où je faisais des efforts en 2022, je continue à en faire, donc je vais comparer pour 2023 et après 2024, mais moi j'étais à 83. Donc en fait, de quoi on est en train de parler quand on parle d'indépendance, et en fait, la question qui est derrière, quand on a des formes d'idéologie comme celle de Bolloré, qui utilisent en fait ces groupes d'édition pour implanter tout un paquet de choses, c'est comment je récupère moi de l'indépendance là-dedans, sur quoi je peux m'appuyer. Et comme les groupes sont devenus de plus en... Enfin, comme cet effet de concentration, il fait que le choix pour des groupes indépendants de distribution et de diffusion, il est de plus en plus faible, de plus en plus petit. Et donc, on va finir par se retrouver point et pieds liés. Et après, on verra si les éditeurs continuent à avoir leur indépendance d'édition ou pas, s'ils continueront à avoir des logiques hégémoniques. Pour l'instant, c'est les mêmes, pour moi, c'est les mêmes fonctionnements qu'Amazon. C'est-à-dire, j'occupe le terrain le maximum, et après, quand je l'aurai occupé et que j'aurai la possibilité, je ferai comme j'ai envie. Ils n'ont pas besoin de racheter vraiment des librairies. Enfin, on a vu les relais, etc. Oui, il y a des points de vente comme ça, mais ils l'ont fait un peu, quoi. Il y a eu les plumes des pages, mais finalement, ils tiennent tellement. Il y a des projets. Il y a des projets. Il y a quand même un projet, Il y a des projets. Sur quoi, par exemple? Comment il s'appelle? Sténin. Oui, Sténin. Là, qui veut créer 500 librairies. Ah, mais oui, c'est vrai. Mais sauf que, je sais pas, c'est une vraie question. Si. Oui, non, il annonce ça, mais par contre, c'est impossible concrètement. Donc, par contre, il va plutôt se faufiler dans le capital d'entreprises en difficulté. Ouais. Sans doute. S'attaquer, mais comme ils ont fait à l'écume des pages. L'écume des pages, c'était ça. L'écume des pages, c'était ça. Il y avait un propriétaire vraiment qui n'avait pas une assise très confortable. Ils ont mis 500 000 de plus sur les 2 millions qu'avait réussi à réunir un espèce de petit consortium amical, professionnel, 2 millions quand même. Ils ont mis 500 000 de plus et ils ont remporté la mise. Ouais. Donc, et c'est pas important qu'ils perdent de l'argent. En fait, c'est ça là aussi la grande différence. Finalement, est-ce qu'ils sont un peu bénéficiaires sur ces questions d'édition? Est-ce que vraiment ils gagnent de l'argent? Non, c'est vraiment de l'influence, le bénéfice. Mais sur ces 8, ils perdent de l'argent. Il faut distinguer les différents trucs. Le Bardella, ça va être un succès commercial. Il y a tout un tas de livres qui vont être, qui permettent en tout cas dans l'édition de faire du chiffre, c'est pas trop la question, mais effectivement ils peuvent se permettre de toute façon, c'est ça aussi l'avantage de ces grandes concentrations monopolistiques, c'est de faire circuler les bénéfices entre les branches, et donc oui, C8 CNews n'a jamais été profitable. C'est pas un problème. L'édition non plus probablement. Mais comme le JDD. Parce que même le Bardella, il fait pas un souci. Des sommes dingues. Même non, ils ont moins que le De Villiers. Il en vend 32 000 par semaine. C'est pas mal. Non, ils feront des sous dessus. Après. Il en a vendu 32 000 la semaine passée, oui. Donc c'est la première vente devant le Goncourt.
Oui, mais de toute Est-ce que manière... c'est pas une vente sur... c'est en GFK en sortie-caisse ou c'est en sortie-caisse. En sortie-caisse. Mais c'est quoi? C'est Internet beaucoup? Parce que moi j'avais regardé sur Datalib et c'était 1462. Sur les chiffres qu'on a au syndicat, C'est c'est pareil, c'est c'est un peu la 1400. cata et la pression Le que bordel. Hachette fait un peu, enfin qu'a fait Hachette sur les mises en place, elle était pas, elle était quand même. Et quelle est la différence parce que entre 2004 et 32 000 En fait, on va être clair, je crois que les chiffres, c'est qu'ils en ont imprimé 150 000 et donc ils comptent en vendre 150 000. Ouais. Pour l'instant, 110 000. Bon, ouais, mais pour l'instant, ils en sont loin. Enfin, je veux dire, pour ça. l'instant, c'est pas une réussite. Oui, mais c'est pas l'enjeu, de toute manière. Enfin, parce que, moi, j'ai l'impression que si il y a autant de millionnaires qui investissent dans les médias, les journaux, etc., c'est jamais pour se faire de l'argent. Je pense que si on avait un tableau des pertes et profits de Bolloré, là où ils gagnent du fric, là où ils n'en gagnent pas, j'ai l'impression que le JDD, par exemple, l'enjeu, ça peut pas être par rapport aux autres trucs, par rapport à l'extraction de capital qu'il fait partout, c'est peanuts pour eux. Et de la manière que, moi, je pense qu'un Bardella, dans le fond, qu'il en vende 500 ou qu'il en vende 150 000, dans le fond, ce à quoi ça sert, un bouquin comme celui-là, c'est de faire la tournée des plateaux pendant 15 jours. Et c'est ça, eux, qui les intéresse. C'est visibilité, quoi. Même quand ils reprennent le SJ de journalisme de Paris, c'est pas pour les frics qu'ils veulent gagner, c'est ça. Et peut-être, pour moi, c'est peut-être un endroit où, qui est compliqué pour moi pour la tribune, c'est que ça met l'accent sur Bolloré, comme s'il allait incarner, cette personne-là allait incarner tout le mal de l'édition. Alors qu'on sait qu'il y a des choses plus insinueuses, que ça représente, et je trouve que ça lui fait, après tout, encore une histoire de publicité, et que ça réduit d'une certaine façon la discussion qu'on voit multiple, et chaque prise de parole pourrait générer 1 heure juste sur chaque chose qu'on aborde, en fait. Et que là, pour moi, c'est délicat de réduire ça à chaque fois à Bolloré, comme si... Parce que les problèmes qu'on a pointés, et vous l'avez chacun dit, et chacune dit avant, c'est que ça existait avant Bolloré. Bien sûr, mais il y a plein de difficultés à considérer dans la librairie. Après, là, il y a quand même quelque chose de très particulier. Enfin, je suis d'accord, il y a d'autres groupes qui sont problématiques, tout ça. Là, le groupe Bolloré, c'est pas n'importe quand que ça se passe. C'est-à-dire que 2027, c'est demain, quoi. C'est le premier à avoir affiché quand même de telles ambitions voilà, politiques. Les élections gagnées par le Front National, c'est... Oui, mais ça, voilà, c'est quelqu'un qui participe ouvertement de la fabrique de l'opinion. Justement, mais voilà, pour le Bardella, en effet, pour ce bouquin-là, mais ça met l'accent là-dessus, alors que il me semble que la difficulté qu'on a, elle est à un autre endroit, que le rapport à ce qu'on vend en librairie, il est encore à un autre endroit, et que là, on fait de la publicité à Bolloré, comme si l'édition... Alors qu'en vérité, il y a plein d'autres livres. Pour moi, il y a des contradictions. Et j'emporte aussi, d'accord, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Mais on est pris dans ces trucs, dans ces contradictions-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour, de façon, non pas à la sans boycotter, mais comment on fait autrement pour arriver à tenir le choc, mais en défendant autre chose. Alors, est-ce que le terme, c'est ça? C'est l'escamotage? C'est quoi les tactiques? Si on passe sur un peu cette question, finalement, de qu'est-ce qui est possible de faire? Enfin, en identifiant peut-être, justement, quand même, le danger Bolloré comme un danger particulier, je sais pas. Moi, je trouvais ça très, très, très bien choisi, le terme escamotage. J'ai pas fait partie de la tribune du tout. Je l'ai découvert après, je suis pas très organisé sur ma boîte mail, et du coup, voilà, j'ai découvert ça en retard, mais par contre, du coup, je l'ai diffusé, je l'aurais signé, pas de souci. Escamotage, moi, je trouve ça très bien. Après, moi, boycott, ça me pose aucun souci. Enfin, pour moi, c'est très clair. Après, je pense qu'il y a différentes façons de boycotter. Et là, on rentre un peu dans la machine, et voilà, comment ça se passe. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est conflictuel. Voilà. Parce que si on fait 88% des ventes sur ce groupe, on peut pas le boycotter aussi. Non, c'est là, pas 83, possible. j'ai pas dit sur autre, j'ai dit sur les 5 groupes. Moi, c'est Hachette, un peu plus de 40%. 10%. Moi, c'est un peu plus de 10%. C'est 70 000 € sur 650 sur le dernier Sur le groupe, sur les groupes Bolloré, Hachette. sur Hachette, c'est 10%. Hachette. Ouais, ça. Ouais, ça et le boycott, on peut le faire, mais comme... et là, on peut s'inspirer du syndicalisme et des armes qui sont à notre disposition. C'est-à-dire, il y a la grève perlée, il y a le débrayage, il y a plein de choses possibles. Ouais. Enfin, rendre la chose un peu indisponible, quoi, la rendre moins ou complètement... Il y a plein de façons de faire. Moi, depuis le rachat de Bolloré, comme je te disais, on a baissé les achats progressivement, sauf qu'on fait ce gros chiffre d'affaires, donc 70 000 € sur un an, c'est pas rien. Avec énormément de commandes et avec les prescriptions, avec les best-sellers, et on ne peut pas s'en passer pour le moment. Nous, les rémunérations, on a 4 rémunérations entre 1008 et 2000 net, hors prime de fin d'année. On a un gros loyer en centre-ville de 2008 hors charge, ça fait 3000 en tout. Bon, on est dans une taille où on ne peut pas se permettre pour le moment, donc on va continuer de réduire.
on va essayer de trouver des produits de remplacement, pour parler production. Mais voilà, ça va pas être d'un coup de baguette magique, effectivement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment... c'est ça, les tactiques des uns et des autres, nous aussi, je crois que... Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est notre métier. Martin n'avait pas tout compris. Oui, non, mais c'est parce que, moi j'étais un peu, je dois avouer, perplexe par la manière dont la discussion se menait, parce que, Mathieu, tu avais ouvert justement avec une espèce de mise en contexte, et toi tu parlais de tournant, et j'ai l'impression que ça s'est beaucoup cristallisé sur cette question-là. Est-ce que le groupe Bolloré serait un tournant? Est-ce que les autres grands groupes sont pas cradingues aussi? Oui, certes. Bon, d'accord. Et je trouve ça étrange d'aborder la question du boycott ou de l'escamotage ou de ceci ou de cela de Bolloré, d'Hachette et des autres propriétés de Bolloré sous couvert de dire que le métier de libraire est compliqué ou quoi au caisse, là où en fait pour moi l'enjeu il se situe justement dans ce contexte qui est celui d'une fascisation avancée. Qu'on peut acter ou pas, là effectivement il peut y avoir des... On a droit au point Godwin ou pas? Absolument. Point Godwin. Ah oui. Non mais parce maintenant c'est également le point de départ. Avance un petit peu. Parce que pour le coup des grands groupes de presse et d'édition qui font tourner l'histoire, on a déjà connu. Donc j'y vais les deux pieds en avant, mais Allemagne des années 20, crise du papier, effondrement de la diversité de la presse et mise en crise d'une bonne partie du monde de l'édition. Et là surgit un richissime capitaliste issu principalement de l'industrie de l'armement et de l'acier, Adolf Hugenberg, si je ne me trompe pas, qui va mettre en place l'un des premiers et ce qui deviendra le plus grand consortium de presse et d'édition et de publicité du coup d'Europe. Il s'avère que c'était aussi un ultranationaliste convaincu et qu'en 1928 il passe un accord avec les nazis pour les booster dans la presse et de 1928 à 1930 les nazis multiplient leurs votes par 8. On ne va pas dire que c'est que la presse qui a fait ça ou quoi au caisse, mais de fait, c'est un enjeu. Donc, une fois qu'on pose ça, non pas... Alors, effectivement, en partant, on va dire, du point de vue de la subjectivité de libraire, mais plutôt qu'on pose comme point de départ la nécessité de s'opposer à une fascisation globale en cours, et qu'on s'interroge ensuite à rebours sur comment le faire malgré les difficultés du métier et une matérialité économique qui nous met, ça a été suffisamment dit, j'ai l'impression, dans un certain nombre de contradictions. Là, à mon avis, on remet les choses un peu dans l'ordre. Et effectivement, c'est pas les seuls cradingues ou quoi aux caisses, mais on a une opération concertée, pensée comme telle et voulue de conquête du pouvoir. Et donc, essayer d'ignorer la spécificité du groupe Bolloré dans le paysage éditorial, ça me paraît bizarre. Pareil, ça a été mentionné, mais un des cul-de-sac historiques pour l'extrême droite, c'était justement dans la création de médias, le fait que, en général, quand ils essaient de produire leur propre feuille de chou, maison d'édition ou quoi, à part les vieux nazis tarés qui vont se branler en lisant Minute, ça reste confidentiel quoi, d'où un changement de stratégie, et c'est là où Bolloré représente quand même une certaine nouveauté, de ne pas tenter de créer ex nihilo des groupes, mais de racheter des structures existantes, si besoin de les évider complètement pour ne garder que les murs de façade, mais de racheter... Canal Plus. Voilà. Alors que c'est et pas que ça se traduit aussi dans le monde de l'édition. Mais c'est pour ça, encore une fois, moi je pense que la conversation m'apparaît comme peut-être plus sensée en partant d'un constat général, parce que ce qu'on dit là sur le monde du livre, on pourrait aussi en parler ou en discuter avec des gens qui sont dans la création audiovisuelle sur ce que le rachat de Canal a fait à la production de fiction en France. Le journalisme d'investigation et tout, il y en a plein qui racontent la placardisation immédiate. Mais la fascisation c'est chouette de rappeler en effet que c'est pas du tout anodin que ce soit Bolloré qui fasse tout ça, mais il me semble que
c'est le cas c'est présent dans d'autres maisons, en fait, tu vois, qu'en fait, c'est peut-être comme la partie la plus explicite, mais média participation, Vincent Montagne, il est pas loin d'un Bolloré dans la pensée, et il est beaucoup plus invisible dans les discours, alors que c'est terrible. Montagne, il l'a dit très très clairement, pourquoi il a pris tout ça en charge. Est-ce qu'on peut rappeler juste ce qu'il a repris ? C'est le groupe Michelin derrière, et alors après, je me souviens plus ce qu'ils font de pas sympa, mais tu te rappelles ? Oui, bon, Média Participation, c'est un groupe qui a été créé par Rémy Montagne, ancien ministre sous Giscard, sous Raymond Barre même précisément, proche de l'Opus Dei. Qui, dans les années 80, achète Dargaud, Dupuis, Le Lombard, toute la BD belge, avec comme objectif de faire en sorte qu'il n'y ait pas de valeurs antichrétiennes qui soient diffusées dans ses publications. C'est son fils qui va lui succéder, Vincent. C'est un grand capitaine d'industrie de droite, mais pas d'extrême droite, pour l'instant. Il a des positions très, très... Enfin, c'est pas la droite... c'est pas le centre droit. Il a des pratiques... il est contre l'avortement. Enfin, c'est très, 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 très... Je suis pas en train de défendre Média Participation, même si le seuil appartient à Média. Je constate juste que le danger n'est pas le même immédiatement. Mais c'était une maison, c'était un groupe de droite traditionnaliste dans les années 80, début des années 90, il n'y a aucun doute. Mais il y a encore des éléments. En ce qui concerne vraiment Bolloré, j'insiste, il y a ce que nous, on peut faire en tant que libraire, réduire nos achats, mais alors, c'est sûr que ça pique un peu. Parce que dans les livres qu'on a bien aimés, qui sont sortis en cette rentrée littéraire, il y a Jacaranda de Gaël Faye. Jacaranda de Gaël Faye, c'est chez Grasset. Et Grasset, là encore, c'est Bolloré. Mais il ne s'agit pas de boycotter Grasset, mais juste de dire que dans la mesure où tu achètes Jacaranda, édité par Grasset, qui appartient à Bolloré, tu donnes des sous à Bolloré. Donc, vivement que Gaël Faye parte chez Gallimard. Donc, non mais attends, je vais être très très clair. Je souhaite que toutes les grandes autrices et tous les grands auteurs et les éditrices et éditeurs partent du groupe Bolloré et aillent là où on leur proposera du boulot, à savoir chez Madrigal et Actes Sud, par exemple. Oui, la campagne Stop Bolloré, elle peut profiter à Antoine Gallimard. Mais tant pis, je préfère Antoine Gallimard 1000 fois à Vincent Bolloré. Et de toute façon, c'est ce qui se fait en ce moment. Nous, on est les uns les autres individuellement en train de quitter Twitter doucement parce que c'est Elon Musk pour aller ailleurs. Là, il y a des éditeurs et des éditrices Bolloré qui sont en train de partir, qui partent dans d'autres maisons. On le saura dans très peu de temps, mais ça s'est déjà fait. Mais c'est le mercato des éditeurs et des éditrices. C'est quand tu es l'éditrice de Gaël Faye, tu n'as pas de difficulté. T'as pas de difficulté à trouver du boulot ailleurs. Mais du coup, moi, ce qui me semble important, parce que dans ces groupes-là, ils ont, on va dire que c'est pas des grands révolutionnaires, etc. Et donc, il peut y avoir la tentation de faire les mêmes choses. Et je pense que c'est hyper important qu'on réaffirme les positions de la librairie indépendante et sur quelles valeurs on se positionne, et qu'effectivement, on n'accepte pas qu'un groupe comme Hachette et des éditeurs derrière puissent effectivement mettre des idées d'extrême droite et que ça, on va le refuser. Et je pense qu'il faut le réaffirmer vis-à-vis d'Hachette, mais il faut le réaffirmer aussi vis-à-vis des autres groupes, que la question de l'indépendance de la librairie, elle est importante et que je ne vais pas passer de 40% de mon chiffre d'affaires chez Hachette à 40% de mon chiffre d'affaires ou à 60% chez Madrigal. En fait, tout ça, c'est hyper important. Mais je reviens sur ce que disait Martin, c'est situé. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement une urgence. Moi, je comprends ce que tu dis, Natacha, en disant on a déjà vu des choses comme ça, mais là, je trouve qu'il y a une accélération. Et je donnerai 2 autres exemples. Qui pour moi attaque le livre même dans son symbole qu'on a en France, en plus côté exception culturelle, mais enfin c'est peut-être le serpent qui se mord la queue, mais c'est
pour le coup, Gallimard qui fait un truc avec Zara pour aller vendre des livres Gallimard dans les magasins Zara, pour que Zara puisse vendre un peu plus cher ses fringues. C'est un truc un peu étrange, mais en fait, il y a ça. Il y a, je crois que c'est Hugo qui fait la même chose dans les magasins de Jennifer, c'est-à-dire qu'on va vendre des fringues et des bouquins. Pourquoi pas? Je veux dire, en soi, on pourrait vendre des bouquins à peu près partout dans n'importe quel commerce. Ce serait pas complètement idiot, mais ça raconte quelque chose de la manière dont ces groupes envisagent leur position et la place du livre dans la société. Et ça, c'est là où je trouve que c'est vraiment dangereux et où il faut qu'on dise non. En fait, le livre, on a une loi Langue qui normalement dit ce n'est pas un objet de consommation comme un autre. On est en train d'en faire un objet de consommation comme un autre. Un outil médiatique, un outil idéologique, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idées dans les livres, mais on en fait un outil de consommation. Et ça, c'est hyper dangereux. Et quant à ce type de personnes comme Bolloré, qui est habitué à des marges significatives dans les groupes qu'ils ont, c'est ça qu'il va vouloir obtenir. C'est-à-dire un système industriel de vente d'objets livres et pas un monde de l'édition avec des idées, etc. Qui n'a pas été parfait jusqu'ici, on est d'accord. C'est justement dans ce sens-là, et c'est ça qui me tient à cœur, mais de façon peut-être maladroite, il ne s'agit absolument pas de nier le changement de paradigme de Bolloré, mais c'est de ne pas oublier le reste. Qu'il n'y a rien à faire pour moi, ça s'inscrit dans une continuité qui est de pire en pire, indéniablement, mais qu'il s'agit de ne pas inverser l'histoire. Je sais que vous dites que ce n'est pas un boycott de la Tribune, mais ça finit quand même par boycotter Bolloré, donc. Mais ça, un boycott. Mais je veux dire, en fait, franchement, pour la question du boycott, ça fait longtemps qu'on devrait le faire. Sauf que et le truc de se sentir coincé parce que c'est notre métier de choisir. Donc, oui, mais dans ce cas-là, on boycotte tous les jours à chaque fois qu'on achète ou pas un livre. Et par contre, si jamais on inverse le truc, d'abord, il y a des gens qui, en effet, ne voient pas tout le machin, là, les histoires de le planisphère et tout, ou nos histoires d'achat, de frais de port et tout, et ils comprennent pas parce que c'est un livre, ils aiment bien, Jacaranda, ils l'aiment bien. Et il me semble que dans ce moment-là, où un mot maintenant devient presque le contraire, il me semble qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à parler de boycott et qu'on peut avoir un endroit très radical et de politique sans donner ces mots-là, parce que sinon ça donne... Moi j'ai été très marquée par un article là où on faisait comme si la censure et l'intimidation en librairie, et voilà, la journaliste disait c'est horrible, maintenant il y a censure et intimidation en librairie, et en fait de façon assez pernicieuse, c'était la soi-disant censure et intimidation faite par des gens de gauche contre des livres de droite et qui empêchaient les libraires de vendre du Tesson par exemple. Et c'est pas de la censure et de l'intimidation, c'est des gens qui s'expriment et qui disent ils aiment pas qu'il y ait ça dans leur librairie. Mais si on appelle ça censure et intimidation, on va à un endroit qui est pas, il me semble, pas juste. Je pense que les termes de l'affrontement sont pas entièrement dictés par nous. Là typiquement, suite à la Tribune, on a déjà eu le contre-feu du JDD qui a fait un truc ultra rigolo, où ils ont d'abord publié un article avec juste censure de points, la Tribune des libraires qui appelle à éviter, mettre de côté ou blablabla les livres de Bolloré, et après ils font un résumé relativement neutre et efficace de la Tribune. Passe 24 heures, tous les droitards de service d'Eugénie Bastier à Xavier Bellamy qui a pondu un tweet qui... s'est fendu d'une vidéo TikTok ou je sais pas quoi, et donc 24 heures après, leur article c'était principalement donc le truc de départ, plus 3 pages des réactions outrées des différentes figures de la droite qui luttaient contre la censure des libraires islamo-gauchistes. Avec un truc ultra pervers. Donc par ailleurs, tout en comprenant ce que tu dis, de faut avoir une intelligence tactique, quel terme on pose, pour quelle pratique, etc. Parce qu'il y aurait un truc un peu absurde à dire oui, boycott, machin, alors que de fait, on n'a pas les moyens de le tenir. Ça s'entend. Et d'où, je pense, effectivement, l'intelligence, et ça reste encore à élaborer, bien sûr, mais de penser des continuums de pratiques et de modes d'intervention. Mais par ailleurs, les termes de l'affrontement, c'est pas nous qui les dictons unilatéralement, et en face, ils n'hésiteront pas. C'est le ressort principal rhétorique
de l'extrême droite au cours des 20-30 dernières années qu'une critique vaut censure. Donc ça, à partir de là, on n'y coupera pas. Oui, on n'y coupera pas, c'est ça. J'ai l'impression qu'il faut... ce qui est délicat, c'est que vous savez, parfois, quand ces vidéos-là, et puis parfois, il y a des gens qui regardent les trucs, qui disent « Ah ouais, vous êtes contre le capitalisme, mais vous avez des Nike ». Bon, voilà, il y a toujours cette espèce d'idée que en fait, le choix individuel, qu'on pourrait résoudre la crise du capitalisme par une somme de choix individuels, soit en tant que consommateur, soit en tant que producteur ou distributeur comme vous. Évidemment, les choses sont légèrement plus complexes, mais moi j'ai l'impression que ce qui est... ce que je trouve intéressant dans cette tribune, moi je ne l'ai pas écrit, je n'ai pas signé, hein, donc je ne veux pas du tout... Et par ailleurs, je comprends très bien ce qui peut pousser certains à ne pas l'avoir signé et tout ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'avec cette histoire de Bolloré, on est face à quelque chose qui s'apparente à une espèce de guerre culturelle, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où ils se posent comme ça, ils produisent du récit. Là, ce que tu dis, évidemment, c'est un pauvre article dans le JDD, trois tweets de cette cruche de Génie Bastier et de machin truc, et ça refait un autre article. Voilà, on voit, ils produisent une espèce de contenu qui s'auto-alimente, hein, mais ça produit une narration, ça produit des affects, ça produit un rapport au monde, c'est-à-dire que les gens deviennent un petit peu mesquins, idiots et flippés du monde, quoi. Et donc, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, dans la tribune, y compris dans ce qu'elle produit de discussions et de désaccords et de contradictions, etc., c'est que d'un seul coup, ça fait exister une autre histoire, quoi. Une autre histoire qui est que en fait, quand on est libraire, on vend pas juste du livre, on vend des livres qu'on a lus pour certains, qu'on aime bien, hein, on défend des éditeurs et pas d'autres. Quand on est consommateur de livres, on va dans une librairie et pas une autre. Enfin, d'un seul coup, ça fait derrière, d'un seul coup, le livre, c'est pas juste une marchandise, c'est un rapport social, c'est un univers, un monde, etc. Et dans le fond, je pense que celui que vous incarnez est quand même un peu plus riche et intéressant que les relais H qui vendent des Bardella, quoi. Et donc j'ai l'impression que réussir à faire exister ça dans une situation de fascisation avancée, et moi pareil, je pense que la campagne en général contre Bolloré, moi je pense que là maintenant elle va rester très mineure, il va y avoir plein de petits trucs à droite à gauche qui à mon avis vont être très rigolos et très intéressants, mais là où je pense qu'elle est là où à mon avis son intérêt se trouve, c'est que quand on va se retrouver soit dans un an quand il y aura une nouvelle dissolution, soit dans 3 ans quand il y aura de nouvelles élections, et que la menace de fascisation va encore s'élever de quelques seuils, existera dans la tête des uns et des autres l'idée que se battre contre l'extrême droite, c'est pas juste aller mettre un bulletin dans une urne ou pas, mais c'est aussi en fait, par exemple, s'en prendre à des trucs comme Bolloré, mais comme il y en a tant d'autres et de machin. Et je trouve que d'un seul coup, ça repose un truc sur l'antifascisme qui est un peu intéressant. C'est pas juste on va taper 3 skins dans la rue, parce que de fait la menace fasciste, elle a plus la tête d'un Bolloré que de 4 skins, quoi. Et donc ça, je trouve ça intéressant que ça fasse, d'un coup, ça nous fait voir ça. Bien sûr. Par ailleurs, ça nous fait comprendre que un peu la structure derrière, quand on tire Bolloré, quand on voit un peu tout ce qu'il possède, franchement, on hallucine. Évidemment, pas juste dans Bien sûr. Oui. Du coup, je vais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu dis, c'est que là, on s'adresse aussi aux lecteurs, et en fait, il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est qu'en librairie, tout ça, on le présente peu, alors que pour à peu près n'importe quel produit, il y a une question de sensibilisation, ça appartient à qui, etc. Et on laisse le consommateur libre du choix et de pouvoir le faire. Et nous, en librairie, il n'y a pas de Nutri-Score. Un Nutri-Score sur la chaîne du fascisme. Non, mais même la planisphère. La planisphère a montré à qui ça appartient, etc. Nous, on a fait un test à la librairie qui était plutôt intéressant. On a séparé notre... Toi, Anaïs, t'es librairie le Rideau Rouge, ouais. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on fait ça, parce qu'on s'est posé la question en disant comment est-ce qu'on peut en parler. C'est vraiment de la cuisine interne, on ne peut pas faire des discours pendant une demi-heure, en fait c'est même plutôt 5 heures de discussion. On pourrait montrer la planisphère, mais alors du coup qu'est-ce que ça a raconté? Puis nous on n'est pas habitués à ça, donc comment on dit aux gens sans les culpabiliser de leur propre achat, parce qu'ils ont envie d'acheter Gaël Faye, parce que c'est très bien Gaël Faye, mais qu'en même temps ils n'ont pas envie, enfin voilà, comment on gère ça? Et du coup nous on a commencé, on va essayer de passer à la vitesse supérieure, mais on a commencé à organiser nos tables en les mettant par groupe. En fait on s'est dit, il faut commencer à habituer les lecteurs au niveau du regard à visibiliser le fait que Gallimard, POL, Minuit,
Vertical, Joël Losfeld, c'est la même chose. Flammarion, etc., c'est la même chose. Que Grasset, Stock, Fayard et tout ça, c'est la même chose. Et alors après, notre engagement est de donner la moitié de la table à l'indépendance. Et donc on enlève, ce qui nous donne, c'est assez intéressant, en plus d'éducation de libraire, on enlève Verdier qui est diffusé par l'un, etc. Mais il reste indépendant, donc on le met de l'autre côté de la table. Quand il y a des rachats et des machins, bah, on est obligé de rebouger. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a vu un changement, un peu de manière d'aborder la table de nouveautés qui est un peu différente. Il faut qu'on passe à la vitesse. Moi, j'ai quand même eu quelques discussions avec des lecteurs parce qu'ils ne voulaient pas acheter le guide du routard ou je sais pas quoi, et qui me disent mais ça appartient à Bolloré. Et je dis bah oui, en plus ça appartient à Bolloré, autant aller acheter ailleurs. Elle me dit ah bon, mais comment ça appartient à Bolloré, mais comment je le sais? Et je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on fasse ce travail-là, que ce soit affiché, enfin à un moment donné que les gens aient le choix de pouvoir dire où est-ce que ça va. Et ça, pour tous nos clients, c'est invisibilisé. Et on n'a jamais fait ce travail-là. Parce que jusque-là aussi, je pense qu'on ne l'a pas fait, parce qu'il n'y avait pas une urgence non plus à le faire, même si nous, ça nous faisait grincer les dents, tous les rachats d'Actes Sud et machin, etc., de montrer que ça, c'est la même chose. En fait, c'est la discussion avec les gens qui est la plus délicate, d'essayer d'arriver à trouver ce qu'on est confronté beaucoup. Nous, depuis 15 jours, on a à nouveau des demandes de Mein Kampf. Et pas dans l'édition Fayard à 100 € parce que ça leur va pas. Il y a une dame qui a demandé le programme de Trump en anglais. Parce qu'elle voulait quand même savoir de quoi il retournait, ce qu'il allait proposer. Donc on voit bien qu'il y a une recrudescence de ça. Mais je trouve que c'est le plus délicat au sein de la librairie de trouver, comme on avait trouvé pour Amazon, une parade en fait de tout un discours, toute une narration. Moi je me souviens avec les 451, d'arriver à trouver la narration qui nous permettait à chacun, à hauteur, tu vois, dans le petit espace où on est dans la librairie, qui est très local avec des gens qu'on connaît, d'arriver à trouver une autre façon de proposer, de dire ce qu'il en retournait sans faire 5 heures de discussion, comme tu dis, Anaïs. Et là, sincèrement, l'histoire de Bolloré, moi, j'aime pas les jeunes de s'en tenir d'incarner comme ça sur une personne. Mais par contre, les discussions et tout ce que vous relevez, qu'il faut vraiment pas lâcher, c'est génial, mais de trouver des moyens avec les gens d'arriver à le poser, quoi, pour contourner. Moi, je trouve ça super. Enfin, tant qu'il y a du conflit, c'est super, en fait. Il y a de la politique. Donc, moi, il y a un truc très marrant qui s'est passé, je sais plus quand. C'était un type qui était avec son père le suivait un petit peu en traînant la patte, tout ça. Il rentre dans la librairie et dit « Je suis de droite, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Et c'est génial, c'est super. Du coup, on a bien rigolé, on lui a proposé plein de trucs. Voilà. Mais voilà, on s'est amusé. Thérapie de conversion. Mais dès que... Moi, je trouve ça génial, on manque de temps. C'est le problème. Mais sinon, on le met en scène, tout ça. Faut dire, tant qu'il y a du partage du sensible, enfin tout ce que vous voulez, enfin tout ce qui a de la conflictualité, tant mieux. Mais par contre, là, effectivement, on est un peu tendu parce que c'est pas facile en ce moment. Aussi parce que depuis 2 ans, c'est devenu difficile. Et puis les gens difficile, vont pas bien aussi. Puis depuis 2 ans, il y a quand même des manières de prendre en otage l'espace de la librairie pour en faire des lieux conflictuels politiquement. Enfin, il y a quand même des librairies, ça passe de pourquoi vous me proposez un album avec un enfant noir dans l'album à des trucs d'extrême gauche et de tous les bords politiques, avec des confrontations difficiles dans des librairies qui n'avaient pas l'habitude de les avoir. Et dans les librairies qui avaient l'habitude de les avoir, on est passé quand même à des niveaux. Moi, j'ai eu des œufs cassés sur la vitrine. Il y a une librairie qui a eu sa vitrine avec voilà, plus les brilles. Après, nous, c'est un peu plus compliqué. On peut rentrer dans l'histoire, mais ça va être long et pénible. Non, mais là, il y a un vrai enjeu. Pour moi, il y a un vrai enjeu et les libraires sont pas très à l'aise parce qu'on n'a pas beaucoup cette culture de comment est-ce qu'on remet du débat de manière intelligente et de manière riche dans nos librairies, en sachant que effectivement, on a des gens qui vont arriver en demandant des bouquins auxquels des demandes auxquelles on n'est pas habitué. Ils réclament aussi de notre part une réponse et il faut qu'on s'arme là-dessus parce que ça va devenir de plus en plus tendu. Je pense que là, on est parti pour des années. C'est aussi parce qu'on se voit moins, peut-être, je trouve, depuis 2020. On a moins de lieux, d'espace entre nous où on se côtoyait, où on partageait, où on se donnait des trucs. Où on partage des... Tu vois, moi, j'en ai rencontré un qui m'a fait ça, l'autre qui m'a fait ça. Et il me semble que depuis 2020, peut-être aussi parce que le flux qu'il y a dans la librairie nous y tient encore plus qu'avant et qu'on a moins d'occasions où les réunions se sont moins faites. Après, j'entends tout à fait ce que tu disais. Et en même temps, je pense que
ça devrait, quand tu parles de cette conflictualisation, donc de cette repolitisation quelque part, justement, du livre et de la culture, je pense que c'est pas forcément un mal dans l'absolu, ou plus exactement que c'est quelque chose qu'on peut acter sans le déplorer, dans le sens où justement la visée de quelqu'un comme Bolloré, mais c'est pas le seul, là-dessus, on a parlé de Zverin, etc., mais c'est encore une fois ce truc d'hégémonie culturelle, donc de faire passer certaines choses dans le sens commun. Le sens commun, c'est justement ce qui n'est plus remis en cause, ce qui n'est plus contesté. Donc je pense qu'il y a déjà rien que dans le fait de tenir des positions, et par définition, tu l'as mentionné aussi tout à l'heure, le fait d'être libraire, c'est faire des choix, quels livres, comment est-ce qu'on les met en avant, selon quels critères, etc. Donc c'est une position éditoriale et qu'on peut, je pense, assumer comme politique. Et donc typiquement tout ça est encore en cours d'élaboration, mais il y a quand même l'idée derrière la tribune et puis dans le cadre de la campagne contre Bolloré, de penser des stickers, des marque-pages, des trucs qu'on peut glisser qui justement tendent à reproblématiser et à faire sortir entre guillemets d'un non-dit qui serait consensuel certains livres, certains auteurs, certaines maisons d'édition, et effectivement, typiquement ça c'est des trucs où les libraires, je pense, ont des rôles à jouer, quoi. Mais après, comment est-ce qu'on pense ces interventions-là au vu des contraintes économiques qui pèsent sur chacun, c'est là où ça devient... Oui. Mais c'est pas ce qu'on appelait la librairie de l'offre et la librairie de la demande. Dans mon souvenir, ça existe depuis 20 ans au moins, qui était par rapport à une dimension financière, économique que tu as. Parce qu'il y a des libraires qui se mettent en disant moi je mets ce livre-là sur table parce que ça marche. Et on sait qu'on est pris dans ça, et on sait très bien qu'en fait on a plein de crans pour le mettre ou pas le mettre, c'est-à-dire pas l'avoir du tout, le mettre en rayon, le mettre dans la réserve, le mettre sur table, le mettre sur le côté. Et on sait la force que ça a, un client, quand il n'y a pas son livre qui vient chercher et qu'il est juste sur le côté, quoi, même pas sur une table, mais sur le côté d'une table, il dit vous l'avez caché. Donc on sait très bien que l'endroit où on va le poser a une très grande force, donc on a de la marge aussi là. Mais après, je veux dire, on n'est pas des bisounours, mais quand même on est des commerçants. Ça fait partie de notre métier aussi d'accueillir les gens, d'être hospitalier, d'avoir le sourire, d'être passionné par ce qu'on fait. C'est quand même ça. Et on crée du désir. C'est ça le but quand même. On a un lieu de production sociale du désir. Donc voilà. Donc il faut être plus sympa que les méchants. Je sais pas. Mais c'est vrai que ce que je trouve beau dans la tribune, ou en tout cas dans le désarmement, c'est aussi cette idée, on l'avait beaucoup entendu, mais de refondre des imaginaires, quoi. Quand tu dis créer du désir, c'est aussi ça. On est vraiment sur le partage du sensible, sur l'idée que c'est quand même un lieu, c'est certain, de lutte, l'imaginaire actuellement. C'est évident qu'ils occupent une place énorme. En tout cas, les positions de neutralité dont on pourrait se défendre dans des fonctionnements démocratiques qui fonctionneraient sans ce qu'on a actuellement politiquement, en réalité, non seulement ils ne tiennent pas, puis, je veux dire, on est... je redis la même chose, je pense qu'il faut réaffirmer des positions et accepter que le débat puisse avoir lieu à l'intérieur de nos espaces, mais il faut vraiment les réaffirmer, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas prendre des livres à la nouveauté. Je pense, alors ça c'est ma partie écologie du livre, je pense qu'il faut sortir de ce flux infernal, vraiment, je pense qu'on a les moyens de le faire. Et quand on aura repris de la marge de liberté financièrement et dans le temps, là on va pouvoir effectivement commencer à agir autrement. Mais le truc c'est que dans ces idées-là, il y a aussi des modes de fonctionnement, et la librairie telle qu'on l'imagine aujourd'hui, peut-être qu'elle ne pourra plus exister de cette même manière-là à cause de ces idées-là qui sont en place. Et ça, il ne faut pas non plus se voiler la face. Si l'extrême droite passe au pouvoir, ça va avoir un impact dans nos librairies, ça va avoir des impacts chez les éditeurs qui auront des interdictions de publication. Et du coup, la défense, elle est évidemment politiquement dans des questions de positionnement, mais elle est aussi à quoi est-ce qu'on veut que ressemble la librairie dans 10 ans ou dans 20 ans, quel type d'espace, quelle liberté d'action, et franchement, dans 2 ans, ça va comment... on voit ce qui se passe avec Trump. Et il faut s'y préparer, parce qu'il y a d'autres secteurs professionnels où on se prépare déjà concrètement. Le dernier week-end thématique du syndicat de la magistrature, c'était exercer sous l'extrême droite. Donc ils recevaient des magistrats de Pologne, de Hongrie, tout ça. Ils se préparent.
Oui, quel est l'arsenal législatif? Oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a aussi des choses à faire bouger à cet endroit. Qu'est-ce qu'on... les loyers, si on peut... C'est décalé. Je pense à la campagne des soulèvements de la Terre. Et comme l'idée du Nutri-Score qui est passée, c'était l'idée de mettre soit des autocollants, soit des marque-pages, machin. Est-ce que vous avez des idées pour développer, genre ce que ça pourrait être le gras, le sel, le sucre, éventuellement un Nutri-Score plus audacieux avec les pesticides, parce que l'idée est pas mal de coller un Nutri-Score fasciste sur les livres. Non mais provenance de nos livres, c'est pas de nos viandes. Oui, c'est ça, là aussi. Opération de préservation de la biodiversité. Oui. C'est pas l'Argentine. Ça passe par la parole, moi massivement. Ouais. C'est la parole, on parle, on n'arrête pas de parler. Enfin, on est des actrices, on est des acteurs, c'est notre chaîne, on parle quoi. Après, on peut avoir des supports visuels bien sûr, mais pour moi c'est d'abord le contact humain, c'est de personne à personne. On vend personne à personne. Voilà, c'est un. Je sais pas. Nutri-Score, tu peux aller le coller dans les supermarchés. Ouais. Ou dans les Fnac, ou dans les points relais. Ouais, mais il n'y a personne au conseil au rayon des yaourts. Tu vois. Justement, comme il n'y a pas. Alors que nous, on fait du conseil, on est là en permanence. Mais je pense qu'on pourrait d'abord avoir des planisphères qui sont plus digestes que celles-là, qui peuvent interpeller de manière différente. Après, il faut, ça reste le livre, donc ça reste des idées, donc il faut qu'on puisse en parler à l'oral, et donc il faut aussi ne pas être dans une imposition en pensant le lecteur pour un imbécile parce que s'il achèterait tel livre c'est qu'il fait des choix. En fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et donc la difficulté par rapport à Nutri-Score qui est assez rigolo parce qu'il y a un impact stickers et tout ça, c'est que à quel moment donné ça permet d'avoir en tant que lecteur de pouvoir poser des bonnes questions et d'avoir des bonnes réponses de la part du libraire. C'est pas sûr. C'est-à-dire, si j'écris Bolloré sur chacun des bouquins qui appartiennent au groupe, je ne sais pas où est-ce que je crée un espace de discussion. Si j'affiche la planisphère avec l'ensemble des maisons d'édition qui appartiennent au groupe Hachette, en leur disant, pour votre information, voilà, pour ceux que ça intéresse, là, effectivement, c'est ensuite au lecteur d'aller regarder. Et si on dit, en plus, on peut créer des espaces, des moments de discussion, etc., là, ça crée. Sinon, c'est juste, c'est bien ou c'est mal, quoi. Enfin, en fait, ça va... Parce que du coup, il va dire, mais alors pourquoi Gaël Faye, il est chez Bolloré? Et puis je vais lui répondre, je sais pas. En fait, peut-être qu'il avait un contrat sur 3 livres, et peut-être qu'il sait pas. Et en fait, majoritairement, les auteurs ne savent pas. Ça les empêche pas, ils devraient savoir. Alors souvent, ça tient quand même à des éditrices ou des éditeurs. Oui. Tu travailles avec un éditeur, une éditrice. Quand Sophie de Closet a quitté Fayard, elle est partie avec plein de monde. Oui. J'aime bien le mot écurie. Parfois, il reste quand même dans la maison. Oui, je sais que par exemple, Léonora Miano, je lui ai posé la question parce que c'était il y a 2 ans, et je lui disais, mais pourquoi vous êtes chez Grasset? Et elle me disait, mais c'est ma famille. Et en fait, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que les personnes qui sont à l'intérieur de ces maisons d'édition-là, c'est pas eux qu'on dit, il n'y a pas eu un vote qu'on dit, je suis d'accord pour que Bolloré soit mon propriétaire. Donc en fait, ils sont là-dedans. S'ils veulent en partir, il faut qu'ils aient les moyens de pouvoir le faire. Et par ailleurs, ils font un bon travail. C'est aussi, dans l'édition, c'est un rapport très affectif. Il y a beaucoup d'affect dans les relations entre les personnes. Ça fonctionne là-dessus, beaucoup plus que économiquement, parce que majoritairement, les gens ne gagnent pas de l'argent. Donc c'est pas là-dessus que ça se passe. C'est sur autre chose. Et donc, on ne peut pas le déplier en disant oui ou non. Enfin, ça va être plus complexe que ça, même s'il y a déjà des départs. Après, ils vont se retrouver, pour certains, j'ai l'impression, même dans des maisons d'édition qu'on laisse pour l'instant tranquille, assez vite piégés. Je lisais l'histoire, je ne sais plus dans quel article, d'un auteur de gauche se retrouvant piégé. Alors, je ne sais pas si c'est sur un vieux contrat Fayard, ou si c'est chez Grasset. Et sentant un peu quand même que partant pas très vite, partant pas avec tout le monde, et là à la rentrée, se rendant compte qu'il a mis un avenant à son contrat en disant quand même je vais choisir mes lieux de prise de parole. Première interview, c'est News. Il dit non, plus personne. 15 mails à la relation presse, et non, c'est pas CNews, donc nulle part. Donc on voit bien quand même que garder son indépendance, être quand même publié, parce qu'on pourrait dire chez Grasset, il y a Sophie Binet qui a fait un truc anti-Bolloré, machin. Mais finalement, derrière, vu l'empire, on revient médiatique et derrière et tout, c'est aussi disparaître très certainement de la possibilité de promotion de son livre et tout. Donc peut-être qu'il y en a qui vont mesurer qu'il y a plus de dépendance qu'ils le croient. Bon. Et ça, l'enjeu des médias, ce que tu pointes, il est essentiel. Et dans l'histoire de Bolloré, c'est justement qu'il a les médias. En fait, c'est l'accointance entre les deux. C'est ça. Parce que
ce qui est compliqué pour les livres que les gens vont lire, parce qu'on voit aussi que les gens vont lire ce dont ils entendent parler, et c'est assez fort, c'est le fait de suivre comme ça des médias, et on voit que les médias, là où sont les médias, ils suivent pas du tout les petites maisons indépendantes. Il y a un attaché presse, il disait que c'était un enfer, il a fallu qu'un jour ils finissent par dire, mais enfin quand même, c'est quand même 7000 ventes, c'est pas rien, donc il est obligé d'en venir aux chiffres, peu importe finalement de quoi parler le livre en littérature, et que il a réussi à motiver la journaliste simplement avec un montant. Donc il ne faut pas négliger du tout cet aspect-là des médias où c'est essentiel ce qui se joue en édition. En fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que chez Fayard, il n'y a plus de faux semblants. Oui. Ouais. Au moins, c'est Ça simplifie. la rentrée de janvier, je crois, va être phénoménale. Si j'ai bien compris, il prépare. Il suffit de regarder le site de Fayard en ce moment. J'ai pas vu. C'est édifiant, vraiment. Fayard, c'est aussi 1001 nuits, collection de poche. Avec Orwell dedans. Ouais, avec Valérie Solanas, évidemment. Oui. Mais je sais qu'en ce moment, certains des auteurs sont en train de se faire virer. C'est-à-dire que quand les livres sont épuisés, ils ne sont pas réimprimés. Voilà. Donc, au moins, Lise Boel, elle assume, elle est cohérente, elle va se débarrasser de toute une partie du catalogue. C'est ce qui peut leur arriver de mieux. Bah, c'est eux qui avaient le nettoyage ethnique de la Palestine. Le Yann Babé, oui. Ils ont aussi, si on parle de la Palestine, ils ont aussi l'histoire de Gaza par Jean-Pierre Fidu. Ils ont une histoire de la Palestine d'Alain Grèche qui a été actualisée et réimprimée il y a peu de temps. Bon, il y a plein de bons bouquins. Mais bon, voilà. Moi j'en ai encore un de chaque, mais je ne les mets plus en pile. Voilà. Oui. C'est chaud. Pourquoi on insiste autant sur Bolloré? C'est parce que c'est pas quelqu'un qui a un capital fondé sur les livres. C'est quelqu'un qui vient de la France-Afrique, qui vient de la logistique des ports, Lomé, Conakry, Togo, Guinée. C'est quelqu'un qui est dans le lithium et dans le pétrole, et bon, bref. Et la question, c'est pourquoi ce capital-là, c'est-à-dire pourquoi ce type de profit, de plus-value économique-là, cette logistique-là, elle prend à un moment donné à bras-le-corps la question des médias. Pourquoi elle achète des médias alors que vous le dites tous, on répète tout ça, c'est pas rentable, c'est pas rentable. Alors évidemment, nous on est d'accord, oui, c'est pour prendre le pouvoir politique et dans les esprits, mais la question c'est pourquoi le capital, à un moment donné, un capital, ce type-là, a besoin de prendre le pouvoir politique dans les esprits. C'est-à-dire pourquoi il a besoin d'en passer au capital du consentement social, politique, alors que, au fond, il pourrait continuer à faire sa logistique tranquillement dans son coin. Mais parce que si on regarde, tout le capital de Bolloré à la base, il est au point historique de bascule, il est en Afrique, basé sur la néocolonisation par corruption des gouvernants. Ouais, mais grâce à ces agences de pub. Et grâce à Avast, c'est-à-dire ça revient en France, en Europe, comme toujours, hein, colonisation à l'extérieur, toutes les pratiques coloniales à l'extérieur reviennent au centre, en métropole, et là on le voit. Avast lui permet d'avoir le port. Lui a permis d'avoir le port au Togo. Et Canal+, que ça sorte pas, il avait muselé 2 documentaires sur le dictateur. Déjà pour l'empêcher de voir ça, mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a des remises en question directes, non pas de ses valeurs, mais de ses intérêts économiques, qui sont fondés sur des valeurs, enfin, c'est-à-dire un racisme, un impérialisme, etc. Donc, pourquoi ce capital-là, il vient fasciser les esprits dans la métropole? Pourquoi il a besoin de passer par les médias? Pourquoi les d'autres capitalistes ne font pas ça? Mais probablement parce que ce capital-là, il est en apparence en train de croître, puisqu'il est partout et tout, mais s'il a besoin de passer dans nos consentements, c'est-à-dire dans nos esprits, par l'idéologie, c'est probablement aussi que c'est un capital qui va être ébranlé par plein de transformations qui ne sont pas positives au sens révolutionnaire du terme, elles ne sont pas incroyables, mais plein de petites transformations qui sont technologiques, idéologiques, etc., qui ont lieu un peu partout en ce moment en Europe, aux États-Unis et puis dans le monde dans sa globalité. La logistique maritime, aéroportuaire, etc. C'est quand même en contradiction avec pas mal de tendances, même de l'économie, vis-à-vis des processus écologiques, vis-à-vis des luttes, vis-à-vis de nouvelles mentalités. Premièrement. Deuxièmement,
Enfin bon bref, ce que je voulais donc dire, c'est que s'il y a une réaction idéologique dans les esprits, qui passe par les médias, c'est probablement parce que les intérêts économiques de ce capital-là, à un niveau matériel, est lui-même un peu en péril, et qu'il a besoin de continuer à produire du consentement, parce que ça ne tient plus que sur du consentement. Ça ne tient plus logiquement dans la matière. Et parce que ça va changer, progressivement. Et du coup, moi, ma question, c'était ça. Hachette, c'est le plus grand groupe, c'est le 3e plus grand groupe mondial, etc. Hachette, c'est distribution aussi, donc de la logistique des livres. On va les ramener, les envoyer, faire la promotion, etc. Tout à l'heure, avant d'entrer, on disait oui, Hachette, c'est pas si mal parce que. Enfin, mais c'est un des premiers à se battre contre Amazon. Mais du coup, c'est pas anodin que Hachette se bat contre Amazon. Parce que d'un point de vue matériel et logistique, c'est pas la même logistique. Technologiquement, c'est pas la même logistique. Ils sont en concurrence. Donc ils sont en concurrence, non pas idéologique, mais ils sont en concurrence technique. Je veux dire, le jour où Amazon devient le livreur de tous les livres, pour les libraires aussi, etc., voire même, on peut inventer des fictions qui ont déjà existé, ça a fait faillite à chaque fois, mais par exemple, les Puffs, ils avaient ouvert une librairie rue Monsieur le Prince, où il y avait une grosse machine au milieu, un exemplaire de chaque des Puffs, et cette grosse machine, vous entriez dans la librairie. En tout cas, elle est fermée à rue. Oh, c'était marrant. On entre, on voit le catalogue virtuel, on appuie sur un bouton, le livre est téléchargé, imprimé et vendu. Donc, d'une certaine manière, ça fait disparaître toutes les médiations matérielles de la logistique ancienne, celles que représente Bolloré, celles que représente Hachette aujourd'hui, et ça les met en danger. Si jamais ça croît, augmente. Bref. Du coup, je finis là-dessus parce que en fait, j'ai pas de conclusion sur ça, mais je me dis que peut-être que s'ils sont réactionnaires dans les idées, c'est pas seulement parce qu'ils sont inspirés par le christianisme et par la civilisation, c'est parce qu'il y a un antagonisme aussi d'intérêt matériel, technique et logistique. Il y a une nouvelle forme de logistique qui est en train d'émerger, et dans ce conflit, il faut voir après qui sera lié à quoi. Ceux qui sont en retard, ils deviennent réactionnaires pour pouvoir conserver les anciens avantages matériels. Bon voilà, ça c'est mon petit côté, c'était la minute marxiste. Je ferme cette parenthèse un peu lourde et de toute façon très floue puisque c'est très général. Mais je voulais du coup vous entendre parler de cette question de qu'est-ce que ça fait quand votre librairie, elle a un catalogue virtuel qui fait que vous pouvez commander des livres à ceux qui voulaient lire, mais peut-être dans le futur, dans l'avenir, peut-être vous aurez des librairies avec une machine pour imprimer le livre directement chez vous. Ça, alors, je peux répondre. En fait, ça a failli y avoir lieu et ça n'aura pas lieu. Il y a 10 ans, ils avaient eu des intentions que les librairies aient des appareils de production sur place, et en fait, les distributeurs les ont récupérés chez eux. Et ils les garderont, parce que sinon... Enfin... C'est un peu plus compliqué que ça, mais si on fait rentrer ces machines dans nos librairies et qu'on imprime à la demande, puisque ce serait un des trucs, en fait, on va avoir un autre partenaire qui va se rentrer là-dedans, c'est celui qui va garder les données et qui va devoir nous les revendre. Et pour l'instant, Madrigal ni Hachette acceptent de vendre. Aux États-Unis, ça est le cas, mais aucun des groupes ne veut vendre parce qu'ils veulent garder la main sur leur catalogue et ils veulent surtout garder la main sur combien ça va coûter si ils veulent les vendre. Donc les machines, elles sont pour l'instant chez les distributeurs. Si un jour le prix du pétrole a une hausse terrible et qu'ils ne peuvent plus distribuer les livres machin, etc., je ne suis même pas sûre qu'ils ne passeraient pas de l'impression à la demande dans nos librairies, ça coûterait beaucoup trop cher. Il y a un projet, un imprimeur. Parfois, il y a des moments où les coûts, où le prix, ou le coût que c'est maintenant, ça se trouve dans 10 ans, ça sera les coûts. Franchement, aujourd'hui, dans les logiques actuelles de ces groupes-là, à part faire leur bilan carbone, et d'ailleurs Hachette est le seul à l'avoir fait, ils sont en train de le refaire, etc. À part de faire leur bilan carbone et décroître au maximum, ils vont décroître de 20 ou 30%, mais ils n'arriveront pas au moins 80%. Pour l'instant, il n'y a aucun changement systémique dans leur manière de faire. Par contre, moi, ce que je vois, et ce que je pense qu'il va arriver, qui va mettre en difficulté l'édition indépendante, c'est la mainmise le plus vite possible sur les stocks papier, sachant que la concentration dont on parle là, si on regarde du côté des papetiers etc., c'est peanuts. Hein. Là, c'est 5 grands groupes mondiaux, et donc, en fait, le monde du livre, c'est 7% de la consommation papier en France.
Donc vous imaginez que 7% de la consommation papier est adressée à 5 groupes mondiaux, c'est que dalle en termes de même Hachette n'a pas les moyens de négocier. Par contre, eux, ils vont avoir la main sur le papier qui va rester, et moi, j'entends ce que tu dis, mais moi, ce que je vois surtout, au-delà d'une idéologie, c'est une course en avant. C'est-à-dire que tant qu'il va y avoir de la ressource, on va aller la chercher. Tant qu'on pourra l'acheter pas trop cher, on ira l'acheter pas trop cher. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Où le livre va devenir un objet de luxe. Tout le débat sur l'occasion, on n'a pas le temps d'en parler, il est exactement là. Et si le livre devient un objet de luxe, ce sera très bien. Ça fera partie d'une toute petite partie de la population qui pourra s'acheter des bouquins pour peut-être ne jamais les lire et les déposer comme les grandes familles bourgeoises du 16e arrondissement, sans jamais les ouvrir. Enfin, je veux dire, c'est ça l'enjeu. Et donc, du coup, pour moi, il y a, sur la question de l'enjeu de l'indépendance, il y a l'enjeu au soutien d'une édition indépendante et il y a le besoin d'arriver à avoir une organisation plus forte pour pouvoir tenir sur les enjeux. Bolloré, c'est l'enjeu du fascisme et politiquement, mais les enjeux de ressources dont tu parles, ils vont être énormes dans les années qui arrivent. Et ils sont déjà, C'est donc de créer des réseaux aussi, du coup. Il faut créer des réseaux et il faut avoir les moyens de pouvoir imprimer, il faut avoir les moyens de transporter. La pression à la demande, ça a permis à des éditeurs de garder dans leur catalogue des livres qui ne font plus circuler, en fait. Et comme ça, ils gardent les droits, en disant qu'ils sont accessibles. Et donc ça a complètement abîmé ça. Mais ça leur permet de garder les données, en fait, donc leur catalogue. Sur certains titres, c'est vraiment bien, mais il y a des éditeurs qui ne pourront jamais récupérer leurs bouquins parce qu'il y a de l'impression à la demande. Et c'est toujours le côté pernicieux. Donc les catalogues restent vastes, mais c'est toujours plus pernicieux que ça. Et puis après, il y a un métier, c'est celui d'imprimeur, qui est aussi important que d'autres métiers dans la chaîne du livre. Oui. Bon, qui a quasiment disparu, comparé à une époque. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci.